J'ai le grand plaisir de vous présenter notre second panéliste, M. Ibrahim Koulibaly. Ibrahim ou Ibrahima Koulibaly est un paysan du Mali, un très beau pays situé en Afrique de l'Ouest. M. Koulibaly produit des céréales et des fruits et fait aussi de l'élevage et de l'apiculture. Et bientôt, il va se lancer dans la pisciculture aussi. Donc, une ferme très biodiverse. Il a des responsabilités dans ses organisations paysannes à différents niveaux, au niveau local, régional, national et international. Il est président de la coordination nationale des organisations paysannes du Mali. Il est aussi membre du comité exécutif du ROPA, le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Il est aussi membre du comité de coordination du mouvement international de la Via Campesina. Ibrahim arrive du Mali, où il a coordonné une campagne nationale visant à dénoncer justement l'accaparement des terres en cours dans son pays. Alors, je vais l'inviter à nous illuminer sur ce qui se passe au Mali et en Afrique en général. Allô, okay. Bonsoir à tous. C'est un vrai plaisir de se trouver devant un auditoire aussi important pour parler de choses que je juge douloureuses pour nous, en tout cas. Comme Eric l'a dit, je viens d'un pays qui s'appelle le Mali, qui est situé en Afrique de l'Ouest. Et sur une population d'environ 14 millions d'habitants, 75% environ vivent directement de l'agriculture. Donc ça veut dire que c'est le secteur le plus créateur d'emplois dans notre pays. Donc je pense que le bon sens voudrait que ce secteur soit dorloté parce que ce sont les familles qui créent leur propre emploi, qui ne demandent pas à un gouvernement de leur trouver du travail. Mais malheureusement, on se trouve dans des situations où cette agriculture est agressée régulièrement, où les paysans sont mis, poussés le dos au mur, pratiquement, où beaucoup de jeunes sont obligés de fuir les campagnes pour venir dans les villes où il n'y a aucune perspective. Et beaucoup prennent les bateaux pour partir en Espagne, qui est présenté comme étant un Eldorado aujourd'hui. Donc c'est vraiment une vraie douleur. Mais pour comprendre tous ces phénomènes, je pense qu'il faut faire un peu d'histoire. Dans les années 80, la plupart de nos pays ont connu ce qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel. C'est-à-dire que les gouvernements étaient devenus insolvables, ils ne pouvaient pas payer les salaires des fonctionnaires. Donc ils ont fait appel à la Banque mondiale. Et je pense que depuis lors, les pays africains qui se sont engagés dans ces processus n'ont pas connu la paix. Parce que la Banque mondiale, en instituant ces programmes d'ajustement structurel, a démantelé complètement tous nos systèmes, tous les systèmes qui peuvent permettre d'avoir un tissu social, de renforcer l'économie locale, ont été démolis. L'agriculture, ils ont demandé au gouvernement de ne plus soutenir du tout l'agriculture, de ne plus soutenir le système de santé, de ne plus soutenir le système d'éducation. Donc, c'est à créer le chaos total. Aujourd'hui, il n'y a plus pratiquement d'école, où encore l'école est complètement démantelée, les systèmes de santé sont complètement démantelés et l'agriculture a été démantelée. Et je pense que c'est grâce à notre capacité de résilience que nous sommes encore vivants. Parce qu'autrement, je pense qu'on aurait tous déjà abandonné. Mais nous nous battons, nous continuons à nous battre pour pouvoir résister devant cette adversité. Mais ceci m'amène effectivement à aborder justement la question principale de ce qui nous réunit aujourd'hui, qui est la question, disons, de l'accaparement des terres. Quand nous avons connu la crise énergétique d'abord, il y a eu un phénomène de ruée sur nos pays. On a vu des gens qui viennent, qui amenaient des sortes de théories, et tout cela s'est soutenu par une sorte d'idéologie de progrès, donc, qui nous dit, qui travaille plus avec les gouvernements, que c'était possible pour l'Afrique de saisir sa chance, parce qu'on pouvait produire, en cultivant des plantes, disons, du carburant.
Donc on a vu émerger ces débats, on a organisé des ateliers, des séminaires. Bon, c'était vraiment pas officiel, mais en tout cas, on voyait beaucoup de remue-ménage à la télévision, dans les médias, où on poussait le pays en disant oui, il faut pousser les paysans à planter. Et cela s'est fait dans un contexte où la crise alimentaire n'était pas encore advenue. Donc le prix des produits alimentaires était encore très bas. Et donc, c'était très facile de convaincre les paysans de planter du jatropha à l'époque. Et je vais vous donner un exemple très concret. Dans mon pays, il y a des ONG néerlandaises qui sont allées prendre des fonds carbone suédois et qui, en collision avec, le pouvoir en place, ont mis en place une usine de traitement de jatropha dans ma région. Et à l'époque, ils ont dit qu'ils allaient payer le kilo de jatropha à 100 francs, quand le prix du kilo de maïs était à 50 francs. Donc, c'est-à-dire que c'était trop tentant pour les paysans. Mais le jatropha existe chez nous depuis très longtemps. C'est une culture qui est toujours utilisée comme clôture des champs, des périmètres maraîchers, des plantations d'arbres fruitiers. Mais jamais un paysan n'avait encore planté le jatropha sur ces bonnes... en fait, comme on plante les plantes alimentaires. Ce n'était jamais arrivé. Donc, ils ont commencé des programmes de sensibilisation en disant aux gens que oui, c'était une opportunité, vous allez vous enrichir, vous pouvez commencer à planter, nous allons acheter. Donc, effectivement, il y a des... Bon, quand on est en crise, on est prêt à écouter n'importe quel aventurier. Et donc, malgré les campagnes que nous, on a fait, les contre-campagnes qu'on a fait pour dire aux gens, faites attention. Parce que nous, on a connu le problème avec le coton. La Banque mondiale a poussé notre pays à faire du coton, a beaucoup endetté notre gouvernement à développer la culture du coton. En l'espace d'une quinzaine d'années, nous sommes partis de 100 000 tonnes à 600 000 tonnes. Et on était même devenu premier producteur de coton en Afrique. Mais c'est le moment où le prix du coton s'est effondré. Et c'est les paysans qui, encore une fois, qui ont payé le lourd tribut, parce que personne n'était là pour les aider. C'était à eux de gérer les conséquences. Donc nous, on a essayé de convaincre nos membres, en fait les paysans en général, de ne pas s'engager. Mais c'était vraiment très complexe parce que ces gens avaient l'argument oui, le prix, ils avaient proposé des prix. Mais ce qui s'est passé, quand le prix du pétrole a commencé à chuter, ils ne voulaient plus payer à ce prix-là. Et les gens avaient déjà planté, beaucoup avaient planté du jatropha. Donc c'est pour dire véritablement, ce sont des situations très dramatiques et c'est les paysans qui ont planté les jatropha qui sont les premiers, qui sont directement, frontalement face aux conséquences. Et ce qui est surtout grave, c'est qu'il n'y a aucune étude qui montre les conséquences de cette plante sur le sol. On ne sait pas quelles sont planter de cette façon, d'une façon intensive sur un terrain, quelles sont les conséquences pour l'environnement, quelles sont les conséquences pour le sol. Aujourd'hui, il y a des ONG qui sont en train de nous aider à faire des études là-dessus, mais les premiers résultats montrent que véritablement, c'est destructeur, c'est-à-dire les sols ne vaudront plus rien après avoir planté du jatropha. Donc ça, c'est une première étape. Maintenant, ensuite, nous avons connu ce qu'on appelle la crise alimentaire, où il y a eu une flambée des prix des denrées alimentaires un peu partout. Et même les pays qui exportaient du riz en Asie, disons les pays asiatiques qui exportaient le riz en Afrique ne voulaient plus vendre leur riz. Donc, on s'est trouvé dans des situations où le prix des denrées alimentaires a flambé. Pour nous, et pour une fois, les paysans pouvaient rentrer dans leur coût de production. Parce que nous, on n'est rentré jamais dans nos coûts de production. Ça, je ne l'ai pas dit. Nous continuons à produire parce que nous devons vivre. Nous produisons d'abord pour manger, pas uniquement pour le marché. Bien sûr, nous vendons sur le marché, mais nous produisons d'abord pour manger. Donc, c'était la première fois que les paysans pouvaient vendre, rentrer dans leurs coûts et avoir un petit bénéfice. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la crise alimentaire. Mais ce qui est sûr, c'est que la crise alimentaire a créé une panique au niveau des politiques. Et il y a eu effectivement ce qu'on a vu à la télévision, un peu partout, des émeutes de la faim, où les gens ont cassé les villes parce que les prix des denrées alimentaires étaient très hauts. Donc ça crée une panique au niveau des gouvernements, y compris chez nous. Donc nos gouvernements se sont mis à vouloir chercher des solutions. Et une des solutions que nous, on a soutenues, je dois dire, c'était de dire
ils vont commencer à subventionner un tout petit peu l'agriculture paysanne. Donc, permettre aux agriculteurs d'accéder à des intrants, des moyens de production, des engrais, des outillages. Donc pour nous, c'était une bonne chose parce que pendant près de 30 ans, depuis que la Banque mondiale était venue dans nos pays, on ne pouvait plus parler de subventions. Il n'y avait aucun soutien, l'agriculteur était seul responsable, il devait prendre tous les risques tout seul. Donc nous, on avait pensé qu'on allait rentrer dans un cercle vertueux où, oui, on allait maintenant mettre en œuvre véritablement une politique de souveraineté alimentaire, parce que nous, on a même une politique agricole qui reconnaît la souveraineté alimentaire. On s'est battu pour avoir ça avec notre gouvernement. Oui. Mais le problème, c'est que cette politique dérange trop de gens, trop d'intérêts préétablis, les importateurs céréaliers qui financent les partis politiques qui sont au pouvoir. Donc, ça veut dire, véritablement, si les paysans peuvent nourrir, le problème en Afrique n'est pas un problème de production. Ce n'est pas un problème de capacité de production des paysans. C'est parce que nous sommes les seuls à supporter tous les risques que nous ne pouvons pas produire plus. Donc, c'était pour nous une occasion véritablement de mettre en place des dispositifs pour sécuriser la production, pour gérer l'après-production, pour que les paysans se sentent en sécurité et qu'on ait un système durable qui fait qu'on n'était plus dans un système de dépendance du marché international pour l'alimentation.